Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Il va s'agir un peu d'un autre format, quelque chose que j'ai envie d'expérimenter sur ma chaîne. De toute façon, comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas que des vidéos sur ma transition ici, il y aura aussi voilà, d'autres formats que j'ai envie d'expérimenter. Et donc là, c'est une des choses que je voulais essayer. Parce qu'en fait, voilà, il se trouve que récemment, c'était l'anniversaire de mes 2 ans et demi d'hormones. Enfin, en gros, ça faisait 2 ans et demi que... Là où ça faisait 2 ans et demi, j'avais commencé mon traitement de réassignation hormonale. Donc là, ça fait... il y a 2 jours, pardon, ça faisait 2 ans et demi plus 1 mois. Et j'aime bien avoir des petits moments comme ça où je me pose un petit peu à réfléchir au chemin que j'ai parcouru depuis, quoi. Et souvent, les dates... alors, soit vraiment la date anniversaire, genre les 1 an, les 2 ans... Bon, même si les 2 ans, là, ça a été un petit peu particulier, j'ai pas pu vraiment en profiter comme je voulais, vu que j'étais dans une période où j'allais pas bien, mais bon, passons. Et même plus généralement, quand on arrive au 14 de chaque mois, donc qui correspond au jour du mois où j'ai commencé mon THS aux oestrogènes, donc le 14 décembre 2018, donc c'est vrai que tous les 14 du mois depuis, j'ai tendance à me dire « Ah tiens, 1 mois de plus, quoi ». Et souvent, c'est l'occasion, et c'est ça, de voir un petit peu le chemin que j'ai parcouru depuis, comme je disais à l'instant. Et il se trouve que là, justement, je me suis posée ces derniers jours par rapport à tout ça, quoi. Et je me disais, ouais, en fait, je suis beaucoup plus consciente maintenant de tout ce que ça a impliqué pour moi, d'avoir été assignée garçon pendant les 33 premières années de ma vie. Alors bien sûr, du fait que ça m'allait pas, parce que c'est pas quelque chose qui me correspondait, quoi. Enfin, je me sentais pas à l'aise comme ça. Mais également du point de vue de ce que la société attend de toi quand t'es considéré comme mec, donc de la façon dont tu es un peu conditionné pour correspondre à un certain modèle de virilité, de comportement, d'attitude face aux difficultés de la vie, de rôle dans la société, tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'évidemment, quand avant ma prise de conscience et avant ma transition, avant que je sorte un petit peu de ces schémas-là, quoi, et même si j'étais pas bien dans ma peau parce que je sentais que j'étais pas assignée dans le genre qui me correspondait, ça n'empêche pas que je subissais malgré moi ce conditionnement. Et toutes ces injonctions à ce que la société attend d'une personne qui est assignée garçon, quoi. Et parce que voilà, comme je le subissais au quotidien, en fait je me posais pas la question, quoi. J'avais pas le recul nécessaire, je pense, par rapport à ça. Le recul qu'en fait j'ai beaucoup plus aujourd'hui, en fait, du fait de ma transition et de m'être un peu affranchie en quelque sorte de ce modèle masculin, quoi. Et ça fait que je comprends énormément de choses, enfin de plus en plus, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus je comprends de choses, de mécanismes auxquels j'ai été formatée pendant longtemps, en fait, et donc qui m'ont accompagnée, quoi, qui étaient présents, en fait, pendant toutes les années où j'étais assignée garçon, en fait, quoi. En fait, c'est depuis que j'ai commencé à avoir cette réflexion aussi que je me suis intéressée un petit peu à toutes les études qui ont pu être faites, parce que c'est quelque chose qui a été maintenant... Enfin, c'est quelque chose qui est théorisé depuis longtemps, ce qu'on appelle la masculinité toxique et plus généralement le virilisme, quoi, et toute la culture qui va avec, en fait. Alors, je vais pas rentrer dans une étude détaillée sur ce que c'est que le virilisme ou la masculinité toxique. Putain, je vais pas arriver à le dire d'un seul coup. Même si je vais revenir sur certains points, voilà, c'est pas l'objet là, c'est pas une étude sociologique là-dessus, quoi. D'ailleurs, il y a d'autres gens qui le font et qui le font sans doute beaucoup mieux que moi. Il y a des sociologues qui se sont penchés sur ce sujet, même sur YouTube, il y a des vidéos en ligne, d'ailleurs j'en parlerai de quelques-unes ici, je vous donnerai quelques liens par rapport à ça si vous voulez en savoir plus, quoi. Non, là l'idée c'est plus de faire un retour général, quand même pour expliquer un peu ce que c'est, mais aussi donner un point de vue un peu plus personnel, quoi, sur moi, comment je l'ai vécu, sur comment j'ai vécu ce conditionnement, en fait, et quel impact ça a eu sur moi du temps où j'étais assignée garçon, quoi. Donc bon, ça va pas forcément être facile parce que ça remue pas mal de trucs dans ma tête, c'est quelque chose de mine de rien, voilà, tu te libères pas comme ça de plus de 30 ans de conditionnement et de tous les dégâts que ça peut occasionner, enfin ça je vais en parler, quoi. Et finalement, à l'échelle de ma vie, ma transition elle est encore assez récente, quoi, donc forcément il y a des trucs... Même si je m'en rends plus compte maintenant, je sais que c'est je sais pas, des
des comportements, des attitudes, des façons d'être, des injonctions, des pressions sociales qui m'ont été imposées et qui maintenant que j'en ai conscience, du coup, j'arrive à voir un peu les mécanismes qu'il y avait derrière en fait. Et en fait quand j'y repense ça me fait un peu peur parce que je vois vraiment les dégâts que ça a fait sur moi à l'époque quoi. Et je constate aussi que ça a joué hein, dans mon mal-être et dans la façon dont je me sentais à l'époque en fait quoi. Alors bien sûr il s'est avéré que je suis une meuf trans et que de toute façon même s'il n'y avait pas eu ce truc même si ce conditionnement à la masculinité toxique avait été moindre, de toute façon j'aurais transitionné parce que le problème de fond, c'est que de toute façon, voilà, je me sentais pas dans le genre qui me correspondait, donc ça, de toute façon, ça change pas, quoi. Simplement, c'est quand même intéressant, je pense, de constater, voilà, que en tant que personne assignée garçon pendant longtemps, j'ai été confrontée à ce virilisme, à cette masculinité toxique, je l'ai à la fois subi et en même temps, il m'a été imposé en quelque sorte, et j'ai même, voilà, j'ai inconsciemment intégré ces codes. Même s'il y en a bon avec lesquels de toute façon je n'ai jamais été à l'aise même avant de prendre conscience de ma transidentité quoi. Mais bon voilà, il y en avait que j'avais ingéré malgré moi, que je reproduisais même sans le savoir quoi, même sans m'en rendre compte. Des modèles voilà de virilité, de un peu de soumission de rôle que la société voulait me faire jouer quoi, en tant que personne assignée garçon et que voilà auquel je souscrivais sans même m'en rendre compte quoi. Et donc c'est un peu sur tout ça que je voulais revenir quoi. Quel rôle ça a eu voilà dans le fait que j'ai grandi en tant que personne assignée garçon, comment je m'en suis libérée aussi en transitionnant, comment je le vois maintenant que j'ai pris du recul par rapport à ça quoi. Pour que les choses soient claires, pas que ce soit pas trop fouillé parce que je sais que je peux avoir tendance à partir très vite voilà quand je parle d'un sujet comme ça hop dans ma tête il y a plein de connexions qui se font et je peux très très vite partir dans tous les sens et ça court dans ma tête comme une mélodie qui tourne pas rond et ça tourne ça m'entête je rêve à l'autre moi qui tourne en rond. Donc je me suis fait un petit plan quoi avec en gros j'ai noté de tout ce dont je voulais parler quoi. Je vais essayer de pas faire trop long évidemment aussi quoi. Et donc voilà, hein, si je regarde de temps en temps pas trop vers la caméra, c'est peut-être parce que je lis un petit peu mes notes. Alors non pas pour tout réciter, mais pour voilà, j'ai des points de repère, tout ça pour que ce soit plus fluide et tout. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas. Alors, du coup, quand on parle de virilisme et de masculinité toxique, en gros, qu'est-ce que c'est que tout ça, hein ? Si je devais en faire un résumé comme ça, je dirais que c'est toute une série de codes sociaux, on va dire, hein, qui sont un peu, voilà, qui sont censés définir ce que doit être un homme dans nos sociétés pour être perçu comme un vrai homme aux yeux de ses pairs et bien entendu aux yeux des femmes aussi. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, hein, évidemment. Ça peut être une certaine attitude face à l'échec, face aux difficultés de l'existence, par rapport aux sentiments, au fait de les exprimer, par rapport au fait de régler ses problèmes, demander de l'aide, pas demander de l'aide, les régler seul ou pas. Ça peut aussi se traduire par un certain rapport à ce qu'on va montrer, à la démarche, voilà, qu'on va montrer face aux autres, l'apparence physique, les vêtements, les signes, voilà, les signes que tu vas montrer aux yeux des autres qui sont censés représenter la virilité, quoi. La façon de parler, la voix que t'adoptes, les réactions face à tel ou tel truc divers et variés, et aussi bien sûr comment tu perçois ce qui est connoté féminin, faible ou alors pas assez viril dans nos sociétés. Je dirais que le virilisme, ça se traduit d'abord par une sorte de culte de la force, quoi, de la puissance. Qui sont voilà des valeurs qui vont être exacerbées, quoi, qui vont être voilà mises sur le premier plan et considérées comme primordiales pour être un vrai homme. C'est voilà toute une pensée qui gravite autour de ça. Alors quand je dis force, ça peut être physiquement, bien sûr, c'est le premier truc auquel on pense, mais ça peut être aussi sur les questions d'apparence, la richesse que tu étales, voilà les signes de richesse, les connaissances que tu engranges et que tu vas comparer avec celles des autres en disant ah moi je sais plus de trucs voilà alors que toi t'es pas très érudit par exemple, tout ça. Bien sûr il y a aussi cette idée de compétition, hein, de compétition permanente avec les autres hommes, hein, donc qui peut se traduire sur tous les plans que je viens de nommer. Et évidemment en général ce genre d'état d'esprit s'accompagne aussi d'une peur, alors une peur panique, hein, qui se retrouve chez beaucoup de mecs cis dans les sociétés dans lesquelles on vit, hein, qui est une peur de perdre cette virilité justement. Donc
ce qui se traduit par être discrédité en tant qu'homme en fait, hein, donc par les autres hommes, par les meufs aussi bien sûr, d'être perçu comme faible, comme fragile, efféminé. Voilà, des trucs qui font horreur aux mecs cis en général. Hein. Par extension, peur de tout ce qui est lié au féminin, quoi, en fait. Enfin, ce qui est perçu comme féminin, en tout cas, socialement. Une certaine aversion aussi qu'on retrouve beaucoup pour l'homosexualité, hein, ou en tout cas, plus généralement pour les signes qui sont assimilés à l'homosexualité par la société, quoi. Donc peur d'être assimilé soi-même en tant qu'homme à un homosexuel, quoi. Dans la culture viriliste, je dirais qu'il y a aussi tout un folklore autour de l'humour sexiste, homophobe, transphobe, etc. Hein, qui en fait a surtout pour fonction de se rassurer, hein, en fait, de se conforter dans l'image que tu veux donner de toi-même en tant que mec, te rassurer sur ta virilité, sur ton hétérosexualité, sur ta force, etc. quoi. Alors bon, c'est vrai qu'il est assez commun, quand on parle un peu de tout ça, j'ai entendu plusieurs personnes, quand il est question de ces sujets, parler de refoulement, quoi, par exemple. C'est assez commun de dire que, par exemple, un homophobe serait un homosexuel refoulé. Bon, personnellement, je suis pas psy, j'ai un peu étudié la question quand même. Je pense que, oui, le refoulement, ça peut exister, hein, c'est quelque chose qui peut tout à fait exister, mais ça peut pas, faut pas faire de réductionnisme, je pense que ça se limite pas à ça, quoi. Il y a d'autres mécanismes, mécanismes sociaux notamment, de construction, de conditionnement social et puis de milieu dans lequel tu vas évoluer, qui rentrent aussi en ligne de compte, quoi, et qu'il faut pas oublier. Tout ce que je viens de dire là, qui constitue une sorte d'obsession de beaucoup de mecs cisgenres pour tout ce qui a trait à la virilité et au fait de montrer sa virilité, quoi, d'être reconnu comme tel. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon ? C'est quelque chose qui survient à un âge très jeune, hein. C'est quelque chose qui peut très vite arriver. Voilà, c'est une sorte de conditionnement précoce qui peut se faire par l'éducation genrée. Aussi tout un certain nombre d'injonctions à se comporter comme un mec ou à ne pas être faible, à ne pas montrer ses émotions, qu'on va très très vite entendre dans la bouche, malheureusement de beaucoup d'adultes de l'entourage des enfants, quoi, qui vont parler en ces termes aux petits garçons, quoi. Et alors donc là c'est le côté virilisme. Maintenant, si on se concentre plus sur le terme masculinité toxique, bon, en fait tout ça se rejoint un petit peu, mais disons que ça se complète, quoi. Pour moi, c'est deux trucs qui se complètent. Dans la masculinité toxique, on retrouve donc vraiment cet esprit de compétition permanente, hein, entre mecs, à qui va être le plus viril, lequel aura accompli le plus d'exploits, je sais pas, lequel pourra être le plus résistant à la douleur, va faire les trucs les plus dangereux. Fera le mieux face aux difficultés de la vie, sans se plaindre bien sûr, hein, et sans avoir besoin de se faire aider, hein, parce que se faire aider c'est un truc de faible. Oui, ça peut être aussi celui qui aura le mieux réussi dans la vie, hein, qui professionnellement, qui gagnera le plus d'argent, et puis bien entendu qui aura le plus de conquêtes, hein, féminine, naturellement. Voilà, en fait, tout ça peut prendre plein de formes différentes, hein. L'une des manifestations en fait les plus visibles de cette masculinité toxique, c'est ce que certaines personnes appellent la masculinité hégémonique. Alors là où il y a effectivement, là c'est très très visible, c'est là où c'est le plus mis en avant, cette idée de culte de la force, quoi. C'est là où c'est le plus décomplexé en fait. Donc de la force, de l'agressivité, hein, de la compétition qu'il a du coup clairement affirmé entre mecs, hein. De qui aura la plus grosse carrure, l'attitude la plus virile, qui va pas se laisser déborder par ses émotions, voilà, tous ces critères qui sont censés définir un vrai homme, quoi. Et bon, effectivement, c'est sans doute l'image qu'on a le plus le plus vite à l'esprit quand on parle de masculinité toxique ou de virilisme, quoi. Je pense que c'est le truc qui s'impose le plus vite. Mais il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes, qui sont moins connues, je pense, auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent être tout aussi néfastes. Et le pire dans tout ça, je pense, le plus triste, c'est que ça peut être aussi des manifestations qui en fait sont issus à la base d'hommes qui avaient voulu se démarquer en fait de ce modèle hégémonique parce qu'il leur convenait pas, quoi. Et un des exemples les plus frappants, c'est dans toute la culture geek en fait, où à un moment t'auras des mecs qui ont voulu rompre un petit peu avec les schémas de virilisme vraiment basique, basé sur la force brute et tout, qui leur avait été imposé parce que clairement ils se retrouvaient pas là-dedans et on se moquait d'eux quand ils étaient au collège, tout ça, ça peut être plein de trucs, quoi, mais en gros, d'une façon ou d'une autre, ils ont été amenés à se démarquer parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils auront
subit du harcèlement parce que voilà, ils ont bien pris conscience aussi que ce genre de schéma leur fait des injonctions qui leur sont inatteignables parce que juste, voilà, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent et c'est pas possible, quoi. Mais malheureusement, ce qu'on peut observer, c'est que tous ces schémas virilistes, desquels ils sont censés s'être éloignés pour créer une sorte d'autre contre-culture, quoi, et ben ils auront tendance à revenir, quoi, en fait. C'est des trucs qui vont être assez facilement reproduits à une autre échelle et puis d'une autre façon. Voilà, d'une façon différente, mais en fait en reprenant les mêmes codes. On peut citer, justement, on peut citer le milieu du jeu vidéo par rapport à ça, hein, où du coup on pourra assister à d'autres formes de compétition, voilà, entre gamers masculins, un culte de la performance qui va se mettre en place, un discrédit des mecs qui vont être moins bons sur tel jeu, qui vont être moins compétents en programmation informatique, qui vont avoir moins de facilité pour apprendre les techniques pour gagner, ou alors voilà, qui vont avoir un esprit tout simplement jugé moins combatif, un certain mépris aussi pour tout ce qui est jeu de coop, d'entraide, voilà, et du coup, voilà, à contrario, un accent qui va être bien plus mis sur les jeux qui entretiennent la rivalité entre les mecs, quoi. Les jeux de baston, jeux de guerre, tout ça, quoi. Et donc là encore, voilà, c'est une autre manière de reproduire les codes virilistes auxquels ils auront été conditionnés, les codes de mépris pour la faiblesse, ou pour ce qui... Enfin, entre guillemets, bien entendu. Là encore, le refoulement des émotions, le rejet de tout ce qui va être associé au féminin. Je pense notamment aux mecs qui montent au créneau dès que, voilà, des meufs commencent à faire entendre leur voix dans le milieu du jeu vidéo, en mode « Ah non, mais pas question les meufs, elles arrivent sur un terrain qui est le nôtre, tout ça, maintenant elles vont s'imposer, et puis elles font chier à venir dénoncer le sexisme dans notre milieu, maintenant on va plus pouvoir rien dire, rien faire, on est chez nous, merde. Voilà, là aussi, les blagues sexistes, homophobes, transphobes et compagnie, ça disparaît pas du tout de ce genre de milieu, hein. Et là encore, même si ça prend d'autres formes, la peur de perdre sa virilité, d'être perçu comme faible, d'être perçu comme homo aussi, hein, etc., etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver même si c'est des formes de virilisme qui vont être différents, quoi. D'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois hein, que dans ce genre de milieu, on assiste au développement de tout un tas de préjugés, en fait, par rapport à certaines communautés, sur les gens qui se battent pour leurs droits, voilà, un gros déni aussi bien sûr du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, et autres mentalités toxiques, dans leur milieu, quoi. Et une grosse réactance aussi qui va se mettre en place quand ces sujets sont abordés frontalement par les meufs, quoi, en fait, qui vont dénoncer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le sexisme dans les jeux vidéo. On peut avoir en tête le Gamergate, hein. Bon, je vais pas développer dessus, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de renseignements disponibles sur internet, hein. Vous pouvez aller voir ce que c'est. Voilà, c'est des milieux aussi où on va pouvoir retrouver cette idée que les femmes, les gens de la communauté queer, tout ça, sont en fait les vrais privilégiés de ce système, et que c'est à cause d'eux que eux, mecs blancs, cis, hétéros, sont marginalisés, frustrés affectivement, sexuellement et compagnie, que du coup la société actuelle s'affaiblit, se ramollit à cause de la vision du monde de ces gens-là qui remettent en cause la masculinité. Du coup, ça fait qu'ils vont être complètement dans le déni par rapport au fait que c'est justement cette masculinité toxique et ce virilisme qui sont les vrais responsables de leur état, en fait, hein. Et y compris du harcèlement, du rejet, des moqueries, des violences dont ils ont pu être victimes quand ils étaient jeunes, en fait, quoi, ironiquement. Ironic. Et voilà, et en fait, au lieu de vraiment se démarquer, de se libérer de ces schémas, et de se construire, voilà, des modèles de masculinité qui seraient peut-être des modèles plus doux, plus avec lesquels ils seraient plus en accord, qui leur correspondraient mieux, quoi. Et ben, en fait, ils en viennent inconsciemment, hein, enfin plus ou moins, mais en tout cas plus ou moins inconsciemment à recréer des façons de fonctionner qui sont basées sur les mêmes comportements, sur la même vision du monde toxique, quoi. Et bon, ça c'est triste. Alors tout ça, voilà, tout ce que j'évoque là, je le sors pas de mon cul, hein. C'est parce que voilà, il y en a peut-être qui vont faire oui, mais non, mais ça c'est des lieux communs, hein, sur les gamers, les geeks, tout ça, faut pas généraliser. Alors non, évidemment, c'est pas du tout ce que je fais, quoi. Non, je ne généralise pas, évidemment, quoi. Après, je suis pas là non plus pour faire du not all gamers, quoi. Tout ça, c'est documenté, hein, c'est des trucs qui ont été étudiés. Il y a une vidéo qui en parle assez bien sur YouTube. Qui s'appelle, je crois, Jeux vidéo et masculinité toxique, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la description parce que je suis pas certaine du titre. Mais non, je crois que c'est ça. En gros, c'est vraiment une étude sur le milieu gamer, en fait. Le milieu gamer masculin, quoi.
et en fait sur tous les codes virilistes qui sont réadaptés en fait à ce monde-là, quoi. Là, toutes ces notions que j'évoque vite fait, masculinité hégémonique, et puis le fait qu'il y ait des mecs qui ont voulu se démarquer de celle-ci, mais qui finalement recréent d'autres codes de virilisme derrière, quoi. Tout ça c'est abordé dans cette vidéo, hein. Du coup, voilà, c'est sourcé, c'est présenté de manière beaucoup plus complète que ce que je fais là, donc voilà, je vous invite à aller la voir pour en savoir plus, hein. C'est notamment un des trucs sur lesquels je me suis appuyée pour voir un peu tout ça aujourd'hui, quoi.